Aujourd'hui, nous avons jugé bon de parler de la dépréciation du franc congolais, ses causes et pistes de solutions. Et nous avons fait venir pour vous sur ce beau plateau Monsieur Noël Tchani Mwadianvita, à qui je dis déjà bonjour, Monsieur Noël Tchani. Bonjour Madame Bombo, merci de me recevoir à la télévision. Merci beaucoup, comment allez-vous déjà? Je me porte très bien, sauf la RDC qui se porte mal et je vous suggérerais d'ailleurs si on peut intervertir le drapeau, comme ça je suis à côté du drapeau de la RDC. Merci beaucoup et une salutation à tous les téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Je voudrais dire bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à tous les téléspectateurs qui suivent Amen Télévision, une très bonne télévision que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, mais qui fait un excellent travail. Je vous souhaite à toutes et à tous excellente fête de 60 ans d'anniversaire de notre indépendance nationale. Qui est M. Noël Tchani Mwadianvita? Un petit garçon congolais né en Ngana-Njika, qui a étudié en Ngana-Njika dans l'actuelle province de la Lomami, de l'école primaire jusqu'au secondaire, qui débarque à Kinshasa, qui bénéficie d'une bourse du Conseil exécutif national de la République du Zaïre à l'époque, qui m'envoie à l'étranger. J'étudie en Belgique, à l'université de Liège. Je m'en vais à Grenoble, à l'université de Grenoble. Je vais à Paris, à l'université de Paris-Neuf-Dauphine, et à New York, à Adelphi University, et après à Harvard University aux États-Unis. J'obtiens jusqu'au doctorat et je fais des études postdoctorales en banque et finance. Après cela, je travaille pendant 10 ans dans les grandes banques commerciales à New York comme International Lending Officer, comme on dit en anglais, un officier qui s'occupe de faire des prêts au gouvernement, aux entreprises et aux banques en Amérique latine, dans les Caraïbes, mais également en Afrique. Après 10 ans, je suis recruté par la Banque mondiale à Washington. Je débarque à Washington, je reste à la Banque mondiale pendant 30 ans, occupant les fonctions de chef de mission en charge du secteur financier et privé, mais également de directeur résident de la Banque mondiale dans plusieurs pays à l'étranger. Et après, utilisant cette expérience d'avoir travaillé sur 85 pays sur les 5 continents, je rédige pour mon pays le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Waouh! Une présentation vraiment costaud, ça valait la peine. Tout à l'heure, vous venez de parler de 60 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. Alors, selon vous, comment analysez-vous brièvement la situation économique du pays après ces 60 ans et aussi 22 ans depuis que le franc congolais a été introduit ici en République démocratique du Congo? Si j'ai encore bonne mémoire, c'était un certain 13 juin 1998. Exact. Alors, comment pouvez-vous déjà analyser la situation économique et aussi de l'autre côté du franc congolais qui fête aujourd'hui ses 22 ans? Effectivement, depuis le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est devenue un pays indépendant. 60 ans après, on peut dire que le bilan que nous faisons, je ne dirais même pas qu'il est mitigé, c'est un bilan très négatif, mais il y a quelque chose de positif que nous avons réalisé. Je commencerai par le positif parce que c'est très court, mais le négatif est très long. Vous avez 1 minute 30. Voilà, ce qui est positif, c'est que, comme Patrice Emery Lumumba, notre héros national, l'avait dit, entre la liberté et l'esclavagisme, il n'y a pas de compromis. Le choix est très clair. La colonisation belge a été si cruelle, si brutale, si méchante à l'égard des Congolais qu'il fallait nécessairement qu'on puisse réclamer et obtenir notre indépendance. Et je voudrais saluer les pères de notre indépendance, mais également les martyrs. Ça veut dire ceux qui se sont sacrifiés pour que nous puissions avoir la liberté aujourd'hui, ne plus être encore donc des gens colonisés par la Belgique. Ça, c'était positif. Nous sommes devenus un pays indépendant depuis le 30 juin 1960. Mais la gestion du pays après l'indépendance a été catastrophique. Que sur tous les plans, je peux dire que les bilans sont négatifs. Sur le plan déjà économique et social, je peux dire que le pouvoir d'achat des Congolais a diminué de façon exponentielle. En 1960, le Congo avait un PIB par habitant, le produit intérieur brut par habitant qui reflète le niveau de vie du Congolais de $1 000, $1 027 pour être exact.
Aujourd'hui, le PIB par habitant est de 458 $. C'est-à-dire qu'il y a eu une diminution de près de 60% de notre PIB en 60 ans. En 1960, la République démocratique du Congo, sur le plan du développement, était au même niveau, sinon un peu plus avancé que la Corée du Sud et la Chine. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, c'est un pays très sous-développé et la Corée du Sud est un pays développé qui compte parmi les 7 premières économies mondiales. Sur le plan social, catastrophe parce qu'il y a eu diminution du pouvoir d'achat. Sur le plan économique, la base économique qu'on avait, les industries qu'on avait en 1960, les grandes entreprises qu'on avait en 1960, ont pratiquement toutes disparu, sinon elles sont tombées en faillite ou bien sont devenues aujourd'hui ce qu'on appelle des canards boiteux. Sur le plan maintenant, quand on parle donc de l'économie, c'est lié à la monnaie. À la monnaie, c'est ça. La monnaie congolaise que nous avions en 1960, il y a eu interruption parce que on avait remplacé le franc congolais de 1960 par le Zaïre monnaie qui a fini par être une monnaie totalement discréditée et a été remplacée en 1998, pour être exact, le 13 juin 1998, par le franc congolais que nous avons aujourd'hui. Bilan, sur 22 ans, la monnaie congolaise s'est dépréciée de près de 150 000%. C'est-à-dire qu'un franc congolais qu'on avait en 1998, aujourd'hui, n'achète plus que 0,5 $, alors qu'en 1998, il achetait 72 cents $. Ça veut dire que nous avons totalement échoué en tant que pays. Et selon vous, à quoi est due la résultante de cette économie? La perte du pouvoir d'achat des Congolais, la perte de la valeur de la monnaie nationale est due à une combinaison de facteurs. D'abord, instabilité politique. Le Congo a connu tout sauf la stabilité politique. Or, une monnaie ou une économie n'aime pas les bruits de bottes. C'est-à-dire quand il y a instabilité, quand il y a des attaques qui viennent des pays extérieurs, quand il y a des rébellions à l'intérieur du pays, on ne peut pas se concentrer sur le développement économique et social du pays. Les investisseurs ont tendance à fuir ce pays-là parce qu'on ne veut pas être pris dans les coups de balle. Ça, c'est la première raison. La deuxième chose, c'est que nous avons manqué de vision politique au niveau politique. Instabilité politique, pourquoi? Parce que nous n'avons jamais connu donc un leadership qui soit incontesté depuis ce temps-là. Il y a eu des leaders qui étaient assassinés et je peux dire même que le plus grand élément qui a porté un coup fatal à notre pays, c'est l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Le Congo ne s'est jamais remis de cet événement-là. Nous avons eu plusieurs leaders après ça, certains qui se reprochaient d'avoir fait tuer Lumumba et d'autres qui sont venus par des armes et qui n'avaient de compte à rendre à personne, sauf à ceux qui les ont soutenus pour qu'ils puissent donc arriver au pouvoir. Conséquence, pas de vision de développement économique et social qu'on pouvait mettre en œuvre pendant une période de temps relativement longue pour arriver à développer la RDC. Mais troisième élément important aussi, qui a fait que nous avons échoué, au-delà donc du manque de vision économique, c'est que les gouvernements successifs n'ont jamais eu de politique consciencieuse mais soutenue dans le long terme. Tantôt, on a dit une chose sur le plan politique, sur le plan économique, et dans la réalité, on a fait le contraire. Je donne l'exemple. Mobutu nous parle de l'objectif 80. Nous allons devenir la première place, la première puissance économique du monde. La deuxième place, oui. La troisième place, jamais. Mais en même temps, il nationalise les entreprises, c'est-à-dire il prend des entreprises qui appartenaient aux gens qui savaient comment il fallait les gérer. Il les donne à ses cousins et à ses amis politiques. La zarianisation qui a tout détruit et a créé les bases, de la descente en enfer de l'économie congolaise. Et Kabila Père arrive au pouvoir en renversant Mobutu aussi, commence avec son économie sociale du marché qui n'avait pas d'orientation, donc on ne savait pas exactement où on amenait le peuple congolais sur le plan du développement économique et social. Joseph Kabila a fait la même chose. Pendant qu'il dit parler donc du nationalisme, toutes les grandes affaires du pays s'est trouvées dans les mains des étrangers, de ses amis étrangers, les Dan Kettler, les George Forrest, les Philippe de Morlose, tous ces gens-là qui n'avaient rien à voir avec le peuple congolais. On appauvrissait les Congolais au profit des étrangers. Donc, on a eu des politiques économiques en dents de scie qui ne pouvaient pas soutenir le développement économique et social de notre pays. Et c'est ça qui a amené donc à la chute de cela. Mais dernier élément, le plus important, la gouvernance congolaise. La gouvernance a été tellement mauvaise qu'elle est caractérisée par corruption endémique,
prédation des ressources naturelles, détournement de fonds publics, au point où le budget national du Congo, qui pouvait mobiliser les ressources pour financer les différents projets de développement, ce budget national est très faible pour faire la différence donc, dans la vie donc, des Congolais. La combinaison de tous ces facteurs a fait que nous avons échoué en tant que pays. En tant que pays, mais qu'est-ce qui est à la base de la dépréciation du franc congolais aujourd'hui face à la monnaie étrangère, précisément le dollar? Et aujourd'hui, le franc congolais s'échange, donc $1 s'échange à 20 000 francs près. Qu'est-ce qui est vraiment à la base de cette dépréciation? Comme je l'ai dit, de 1998 à 2020, le taux de dépréciation monétaire est de 150 000%. Pour que les Congolais comprennent très bien la magnitude de cette dépréciation-là, ça veut dire que si en 1998, quelqu'un avait 150 000 francs congolais, les avait mis dans un compte d'épargne, aujourd'hui, ces 150 000 francs congolais seraient tous perdus, il ne restait plus qu'un seul franc. Il a tout perdu comme argent. C'est ce que ça veut dire que c'est l'élément important de paupérisation de la population ou bien qui affecte le niveau de vie de la population. Maintenant, qu'est-ce qui a causé ça? Combinaison de facteurs. Au-delà de l'instabilité politique, il y a eu, ce que je peux dire, manque de politique économique et budgétaire cohérente. Politique économique et budgétaire. Quand vous avez une politique économique, ça doit créer un bon environnement pour attirer des investissements, tant des nationaux que des étrangers. Parce que quand on investit, on crée des entreprises, on crée des emplois, on augmente la production nationale. Mais ce que nous avons fait dans notre pays, à cause de la corruption, à cause de la prédation des ressources naturelles, à cause du manque des infrastructures donc de base, la disponibilité de l'eau, de l'électricité, de l'énergie, la disponibilité des services de télécommunications, la disponibilité donc des routes et des autoroutes pour relier toutes les provinces du pays. Tout ça a fait défaut au point où il n'y a pas eu donc une véritable politique économique pour promouvoir la croissance et le développement du pays. Ça fait fuir des investisseurs. Ça, c'est le premier élément. Donc, manque de politique économique visionnaire qui aille dans le sens de créer un bon environnement des affaires. Deuxième élément important, c'est le manque de politique budgétaire cohérente. Notre gouvernement ou nos gouvernements successifs se sont donnés à des politiques de déficit budgétaire excessif, c'est-à-dire qu'on dépense plus d'argent que ce qu'on a dans la caisse. Parce qu'on dépense plus d'argent que ce qu'on a dans la caisse, il faut qu'on puisse trouver un moyen de financer cette différence-là. Et pour financer la différence, c'est que les gouvernements successifs ont fait, ils ont fait pression sur la Banque centrale pour qu'elle puisse tourner sa machine qu'on appelle l'hôtel des monnaies, faire la planche à billets, créer plus de billets de francs congolais qu'on en a pour soutenir l'activité économique, trop de billets par rapport à la disponibilité de très peu de devises étrangères dans le pays. Ça veut dire que la monnaie congolaise se déprécie à grande échelle. Je voudrais, pour vous en convaincre, vous donner un exemple bien spécifique. À la fin du mois d'avril 2020, le gouvernement planifiait d'avoir un excédent budgétaire, c'est-à-dire d'avoir de dépenser moins et d'avoir un surplus, qui reste donc de recettes récoltées par le gouvernement. Un excédent budgétaire de 34 milliards de francs congolais. C'est ça qu'on prévoyait. Mais à la place, à la fin du mois d'avril 2020, le gouvernement a récolté un déficit budgétaire de 620 milliards de francs congolais. Il faut que vous compreniez la différence. On planifiait de faire des épargnes de 34 milliards. On a fini par avoir un trou dans les caisses de l'État de 620 milliards. Et cette différence-là, qui était énorme, a été financée comment? En faisant pression sur la Banque centrale, qui a tourné la planche à billets, qui a créé de la monnaie qui ne pouvait pas être soutenue par la production nationale, parce qu'il y a eu création monétaire de façon incontrôlée. Ça a entraîné une diminution de la valeur du franc congolais sur les marchés d'échange. Donc, il fallait donner plus de francs congolais pour avoir un seul dollar. C'est pour cela qu'en très peu de temps, nous sommes passés du taux d'échange qui était au début de cette période de confinement, un taux d'échange de 1 dollar pour 1600 francs congolais. Nous sommes aujourd'hui à 1 dollar pour 2000 francs congolais. Et la tendance va continuer tant qu'on n'a pas pris des mesures pour arrêter cette politique de déficit budgétaire chronique du gouvernement et surtout qu'on n'a pas donné ou que la Banque centrale n'a pas réclamé son indépendance. Parce que, on en parlera, voilà. On y arrive. Mais selon vous, M. Noël Tchani, est-ce qu'une politique budgétaire peut-elle accélérer la croissance et peut-elle influencer la production dans un pays? Oui, bien sûr, une politique budgétaire crédible
qui rassure les Ah, vous avez marchés. ajouté crédible. J'ajoute le mot crédible, qui rassure les marchés, qui montre que le gouvernement sait qu'il fait. Une politique budgétaire est le reflet de ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Quand vous avez dans un pays un gouvernement qui vous dit qu'on va avoir 11,8 milliards de dollars de budget pour l'année 2020 et qui arrive à vivre dans les limites de ce budget-là, c'est-à-dire qui a dégagé des ressources de 11,8 milliards de dollars et qui prend ces ressources, qui les investit de façon intelligente, en construisant les infrastructures, en soutenant les petites et moyennes entreprises, en donnant de l'appui au secteur privé. Si on arrive à faire ces choses-là normalement, on devait créer des conditions pour que les entreprises privées puissent participer à la production du pays. Donc, ce sera une politique pro-croissance, si je peux dire. Alors, mais si le gouvernement donc dit qu'il va réaliser un budget de 11,8 milliards de dollars, n'arrive qu'à réaliser un budget donc de la moitié de cela, de 5 milliards à peu près, et utilise donc ces 5 milliards, pas pour soutenir les entreprises du secteur privé, pas pour construire les infrastructures qui manquent cruellement dans le pays, mais plutôt on utilise cela pour soutenir le niveau de vie des institutions qui est trop élevé, en payant par exemple des députés nationaux qui réclament 2 000 dollars par mois alors qu'ils sont déjà suffisamment payés par rapport à la population, ou bien en utilisant tout l'argent pour soutenir les services de la primature et de la présidence. Il y a en quelque sorte utilisation des ressources, mais pas pour des raisons de production. En ce moment-là, on ne pourrait pas arriver à développer la RDC comme on le souhaite. Est-ce que c'est possible de parler de la stabilité du cadre macroéconomique pour une économie non productive? Vous savez, j'ai trouvé qu'il y a eu des premiers ministres ici qui ont mis beaucoup d'accent sur la stabilité du cadre macroéconomique. Mais peut-être que ces premiers ministres-là, je dirais, qui n'ont pas été des bons étudiants de l'économie quand ils étaient donc sur le banc de l'école. Parce qu'on ne peut pas réaliser la stabilité du cadre macroéconomique dans un pays où la monnaie s'est dépréciée de près de 150 000%. Ce qu'ils disent là, ils ne comprennent pas de quoi ils parlent. Pour arriver à réaliser la stabilité du cadre macroéconomique, il faut avoir des politiques sur tous les plans qui font du sens et qui favorisent la production nationale pour que l'économie puisse croître, que le pouvoir d'achat de la population puisse s'améliorer et que la monnaie puisse s'apprécier. Dans notre cas ici, il y a eu stabilité macroéconomique. En regardant les statistiques, on dit que l'inflation ce mois est simplement donc de 0,1%. L'inflation est trop basse, donc il y a stabilité du cadre macroéconomique. Le taux d'échange n'a pas beaucoup varié. Mais quand vous faites ces statistiques sur une période de temps relativement longue, comment vous arrivez à expliquer un taux de dépréciation monétaire de 150 000%? Donc il n'y a pas eu véritablement de stabilité macroéconomique. Il y a eu illusion de stabilité macroéconomique. On a trompé la population au lieu de lui dire la vérité. Nos gouvernements successifs n'ont pas fait le travail qu'il fallait et n'ont pas dit la vérité à la population. Oh là là. Mais dans l'une des théories de John Maynard Keynes, il dit ceci: plus l'argent circule à l'intérieur d'une zone géographique, plus il y a de la consommation et mieux se développe l'économie de ce pays. Alors, selon M. Noël Tchani, quelle stratégie mettre en place pour pouvoir rendre cela plus pratique, de la théorie à la pratique? Vous savez que je suis un keynésien, mais je suis aussi un monétariste. J'adhère aux théories donc, de John Maynard Keynes, mais également de Milton Friedman. D'après John Maynard Keynes, il faut que l'État puisse engager de grosses dépenses pour investir, pour relancer l'économie. Il faut que l'argent circule dans l'économie, il faut engager de grands projets de développement dans tous les secteurs, non seulement des dépenses d'investissement, il faut aussi qu'il y ait des dépenses de consommation pour que l'économie puisse tourner. Les Américains sont en train de mettre en œuvre cette théorie-là actuellement. Pendant la période de confinement, qu'est-ce que le gouvernement américain fait? On envoie des chèques aux Américains, des chèques par personne de 1 200 dollars par personne. Si vous êtes par exemple dans un couple un monsieur et une dame avec un enfant, on va vous envoyer des chèques de 1 200 dollars à la dame, 1 200 dollars au monsieur et 600 dollars à l'enfant. Vous avez un total de 3 000 dollars qu'on vous donne gratuitement pour pouvoir donc dépenser. Quand vous dépensez, vous entretenez en quelque sorte donc le fonctionnement de l'économie normale. Dans notre pays, la théorie de Keynes ne s'est pas appliquée pendant la période de confinement. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas d'argent. On nous a demandé tous de rester confinés dans nos maisons.
Mais on n'a pas donné, le gouvernement n'a pas donné un soutien financier aux populations congolaises pour qu'elles puissent maintenir le niveau de vie et continuer à dépenser pour faire tourner l'économie. Donc, ces théories-là sont bonnes pour certaines économies très avancées. Dans notre économie, nous n'avons pas fait cela. C'est que moi, je voudrais aussi attirer l'attention quand je disais que j'étais aussi un enfant de Milton Friedman. Parce que lui aussi s'y oppose. Nous avons ce qu'on appelle aussi la théorie quantitative de la monnaie. La théorie quantitative de la monnaie qui veut dire qu'il ne faut engager des dépenses dans l'économie qui ne sont pas soutenues par le niveau de production suffisant. Si vous produisez, si vous injectez dans l'économie plus de monnaie qu'il y a de production, ça va alimenter l'inflation, toutes choses restantes égales par ailleurs. Dans notre cas, j'ai peur qu'on ait eu beaucoup à faire, pas à respecter la théorie quantitative de la monnaie, mais beaucoup plus donc à engager plus d'injections monétaires donc dans l'économie à travers la planche à billets, ce qui a entraîné l'inflation et ce qui a entraîné aussi la dépréciation monétaire pendant que le niveau de production restait le même ou même dégringolé parce que notre économie ne produit pas comme il se doit. Il y a un téléspectateur qui dit « Aucune politique budgétaire ne marchera tant que la Banque centrale ne sera pas indépendante. Le problème est d'ordre politique d'abord de la part de Dadou Mukengeshai. » Et je voudrais soutenir, appuyer ce que le téléspectateur vient de dire. Je suis tout à fait d'accord avec vous tant que la Banque centrale n'exerce pas son indépendance, ne réclame pas son indépendance, parce que l'indépendance lui est déjà accordée à travers la Constitution dans l'article 176, qui dit que dans la poursuite de la réalisation de ses objectifs, de ses missions, la Banque centrale du Congo est autonome et est indépendante et jouit de l'autonomie de gestion. Mais vous avez vu dans le procès donc, de 100 jours du programme des chefs de l'État, qu'est-ce qui est arrivé? Le directeur de cabinet prend le téléphone, appelle le ministre des Finances et lui dit « Vous devez payer 57 millions de dollars à M. Djamal, qui n'était même pas soutenu par un dossier complet. » Le ministre des Finances, M. Yav, prend son téléphone, appelle le gouverneur de la Banque centrale, lui dit « Vous devez payer. » Tout cela s'est passé le 15 mars. Et le directeur du cabinet prend aussi le téléphone, appelle le gouverneur de la Banque centrale qui lui dit « On n'a pas d'argent. » Le ministre des Finances donc, lui dit « Allez puiser dans les réserves d'échange. » Ils vont même puiser dans les réserves d'échange qui ne sont pas donc supposées être utilisées. Il y a eu manque total de l'indépendance de la Banque centrale. Une banque centrale autonome indépendante aurait dû dire au directeur du cabinet « Nous vous aimons beaucoup, nous voulons que le programme du chef de l'État, de 100 jours du chef de l'État, se réalise. Mais malheureusement, il n'y a pas d'argent. Vous allez attendre jusqu'à ce qu'on ait de l'argent dans les caisses. » On n'aurait pas dû utiliser les réserves d'échange à cet effet-là. Et ça aurait été un effet merveilleux sur l'économie du pays. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait pas dépensé de l'argent gratuitement, injecté de liquidités dans l'économie qui ne pouvait pas être soutenue par les encaisses qu'il y avait donc dans les caisses de l'État. Monsieur Noël Tchani, nous revenons avec vous avec une question. Alors, selon vous, que pensez-vous de la politique monétaire de notre pays? Est-elle efficace pour contribuer au développement de notre pays? Et encore au deuxième volet, pensez-vous qu'on devrait repenser les systèmes bancaires de notre pays? C'est une question extrêmement importante. Si la politique monétaire pratiquée par la Banque centrale du Congo était efficace, on n'aurait pas connu un taux de dépréciation monétaire de 150 000% du franc congolais sur une période donc de 22 ans. Il n'y a aucune autre monnaie dans le monde que je connaisse qui a connu un tel taux de dépréciation monétaire. S'il y a autant de dépréciation de la monnaie, ça veut dire que la Banque centrale, soit elle ne sait pas ce qu'elle fait, soit les politiques qu'elle décide ne sont pas comprises par la population et surtout ne donnent aucun résultat. Pour vous en convaincre, je voudrais vous ramener à la Constitution de la République démocratique du Congo, qui dit dans son article 170 que le franc congolais est la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national. C'est-à-dire qu'il doit y avoir ce qu'on appelle l'exclusivité monétaire. C'est-à-dire que la monnaie congolaise, elle est exclusive et ne partage pas son territoire national avec une autre monnaie. Mais qu'est-ce que nous constatons dans la pratique? C'est resté dans la théorie. C'est resté dans la théorie, mais dans la pratique, il y a toutes les monnaies du monde qui circulent en RDC, particulièrement le dollar américain et l'euro,
Et aux frontières de la RDC, il y a toutes les monnaies des pays voisins. Le franc CFA, le kwanza zambien, le kwacha zambien, le shilling ougandais, le franc rwandais, le franc burundais. Toutes ces monnaies circulent librement sur l'étendue du territoire national, alors que notre constitution donc dit qu'on ne peut pas utiliser une monnaie étrangère en RDC, on ne peut utiliser que le franc congolais. Donc la politique monétaire, elle est nulle. Elle a échoué et il faut le reconnaître. Maintenant, quand vous regardez la masse monétaire du pays, le franc congolais ne représente plus que 5% de la masse monétaire totale du pays. 95% de la masse monétaire se trouve en dollars. Encore une fois de plus, ça montre bien que notre banque centrale a échoué à faire accepter la monnaie congolaise, le franc congolais, comme étant la monnaie qu'utilisent les Congolais dans les transactions de tous les jours. Conséquence, une banque centrale, quand on dit qu'elle conduit la politique monétaire, ça veut dire qu'elle régule la liquidité dans le système. Et pour réguler la liquidité dans le système, il faut être imprimeur de la monnaie qui circule. Qu'en cas d'absence d'insuffisance de liquidité, vous imprimez plus d'argent, vous injectez dans l'économie. Et en cas donc de surplus de liquidité dans l'économie, vous absorbez cela. Or, vous ne pouvez pas imprimer les dollars parce que ce n'est pas votre monnaie. Donc la Banque centrale est incapable de pouvoir conduire une véritable politique monétaire dans l'intérêt du peuple congolais. Échec total. Maintenant, vous avez posé la question sur le système bancaire. Est-ce que notre système bancaire répond aux besoins de développement du pays? Ma réponse, c'est non. Pour qu'un pays puisse se développer, il faut que ce pays-là contrôle sa monnaie, contrôle son économie, qu'il puisse avoir des mécanismes pour réguler l'économie, pour stimuler l'économie ou bien pour freiner l'économie en fonction donc des conjonctures. Or, pour stimuler l'économie, il faut injecter la liquidité à travers les banques qui voient la même chose que les autorités monétaires. Nous avons 14 banques dans le pays. Toutes les 14 banques sont des banques étrangères. Elles appartiennent aux étrangers. Il n'y a aucune banque congolaise. Comment pouvez-vous conduire la politique économique et monétaire du pays si vous ne contrôlez pas les banques qui sont dans votre pays? Et je voudrais aussi, à titre d'illustration, attirer l'attention des téléspectateurs sur quelque chose. Quand vous avez des banques étrangères dans les pays, ces banques-là, elles préfèrent le dollar, la dollarisation. Pourquoi? Parce qu'avec le dollar, elles peuvent faire des transactions comme M. Jamal Sami, ni vu ni connu, qui a reçu l'argent de la Robank et a fait arriver son argent chez lui au Liban à l'insu même de la Banque centrale. C'est-à-dire la dollarisation favorise ce genre d'activité frauduleuse là, dans un pays. Si on avait la monnaie nationale pour le franc congolais, pour que M. Diamal envoie les francs congolais au Liban, il aurait dû passer par les banques commerciales et obtenir l'autorisation de la Banque centrale. Donc, les banques étrangères ne sont pas nécessairement bonnes pour notre pays. Je ne dis pas qu'il faut les supprimer, mais j'ai dit qu'il faudrait qu'on puisse restructurer le système financier pour qu'on ait des Congolais aussi dans les capitaux des banques, ou bien qu'on crée des banques dans lesquelles les Congolais ont un mot à dire au niveau de l'actionnariat. Et quand je dis Congolais, je veux dire des individus, des sociétés congolaises, des institutions congolaises, ou même l'État congolais, ou même les provinces congolaises. Mais nous devons avoir un pourcentage dans les capitaux des banques si nous voulons nous développer. Et en plus de cela, je voudrais qu'on puisse repenser même la structure de notre système bancaire. Nous avons un pays qu'on dit un pays en développement, en reconstruction. Comment pouvons-nous avoir un pays en reconstruction si nous n'avons pas un mécanisme pour financer le développement? Nous n'avons pas de banque de développement. La petite banque que nous avons aujourd'hui, qu'on appelle le Fonds de promotion industrielle, qui n'est même pas une banque, cette banque-là est trop petite pour faire la différence. Sous la période de Mobutu, nous avions une banque qu'on avait appelée la Société financière internationale, la SOFIDE, qui avait pour mission de financer des secteurs qui n'obtenaient pas nécessairement des financements de la part donc, des banques commerciales. C'était une institution bien qu'il faut restructurer, qu'il faut agrandir parce que c'est une institution qui fait défaut dans la composition, dans la structure du système bancaire congolais. Mais nous pouvons aussi développer d'autres mécanismes, notamment la bourse des valeurs mobilières, pour permettre aux entreprises congolaises de pouvoir lever des ressources sur les marchés. Nous devons instituer des institutions telles que l'assurance des dépôts bancaires pour arriver à garantir les dépôts des Congolais. Quand une banque tombe en faillite, ils n'ont pas à perdre tous les dépôts. Donc il y a tout un travail à faire dans le domaine de la restructuration du secteur financier
qui n'a pas encore été fait. Vraiment. Mais vous êtes monétariste. Monsieur Noël Tchani, nous aimerions savoir que faut-il faire pour stabiliser une monnaie en cas de fluctuation monétaire d'abord. Et nous aimerions aussi savoir, peut-être qu'il y a un étudiant, soit des étudiants qui nous suivent, qui aimeraient aussi connaître déjà c'est quoi la différence entre la fluctuation monétaire et la dépréciation monétaire. Et que faut-il faire pour stabiliser la monnaie en cas de ces deux phénomènes? Oui, je voudrais dire que la dépréciation monétaire, c'est lorsque une monnaie perd des valeurs par rapport à une année considérée comme étant une année de référence. Je vous ai dit que la référence, par exemple, pour le franc congolais, c'était au moment où on a introduit le franc, on a mis le franc congolais en circulation pour la première fois, qui était le 13 juin 1998. Quand on a mis en circulation ce franc congolais, le taux d'échange à l'époque était de 1 dollar égale à 1,3 francs congolais. Ou en d'autres termes, un franc congolais était égal à 0,72 cents d'un dollar. Mais à cause des mauvaises politiques, à cause de l'instabilité politique, très tôt, on a remarqué que la monnaie perdait des valeurs chaque jour. La fluctuation se passe au jour le jour. Vous pouvez être dans une journée où le franc congolais s'échange à un franc congolais égale à 72 cents d'un dollar. À 14h et à 15h, il s'échange à 0,73%. Donc ça monte, ça descend en fonction du jeu de l'offre et de la demande. La dépréciation, vous calculez pendant une période de temps. Comme je vous ai dit, sur une période donc de 22 ans, nous avons une dépréciation monétaire de... À l'époque, on avait 1 dollar égal à 1,3 francs congolais. Aujourd'hui, nous avons 1 dollar égal à 2000 francs congolais. Prenez 2000 francs congolais divisé par 1,3 francs congolais qu'on avait à l'époque. Vous obtenez, bon, je n'ai pas les chiffres exacts, mais vous obtenez environ 150 000%. C'est ça la dépréciation monétaire pendant cette période. Donc la monnaie a perdu tellement de valeur qu'elle ne vaut rien aujourd'hui. Et j'ai peur, j'ai mal au ventre quand j'utilise ce mot ici parce que je suis congolais et je ne veux pas que mes compatriotes sentent comme si j'insulte notre monnaie. Mais notre monnaie, il faut le dire, c'est devenu ce qu'on appelle la monnaie des singes, c'est-à-dire une monnaie qui n'a pas de valeur. Mais que faut-il faire pour stabiliser la monnaie en cas de fluctuation? Ce qu'il faut faire pour qu'on puisse stabiliser la monnaie, c'est qu'on ait des bonnes politiques économiques, des bonnes politiques budgétaires et qu'on ait des bonnes politiques monétaire au niveau de la Banque centrale et que la Banque centrale jouisse et exerce son indépendance. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'au niveau du gouvernement, le gouvernement doit avoir des politiques qui permettent à l'économie de tourner normalement, de créer un bon environnement pour les affaires, c'est-à-dire que les Congolais doivent se sentir à l'aise d'investir dans leur propre pays, d'investir dans les activités productives, de créer des entreprises. Ces entreprises vont produire. Nous allons non seulement produire, par exemple, des biens de consommation que nous allons consommer, nous allons exporter ces biens-là vers l'étranger et nous allons gagner des devises. Ça, c'est la première chose pour les biens de consommation, donc le produit de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Nous allons diversifier notre économie de façon telle que l'économie ne va pas dépendre d'un seul secteur simplement. Quand ce secteur-là, comme le secteur de l'agriculture, est en difficulté à cause, par exemple, de la sécheresse, ou bien il n'a pas plu suffisamment pendant cette période-là, notre économie qui serait diversifiée pourrait s'appuyer sur le secteur minier, parce qu'on peut utiliser le coltan qu'on transforme localement pour fabriquer des ordinateurs, pour fabriquer des iPhones, des téléphones mobiles ou des téléviseurs. On peut vivre de ça, ou bien aussi quand le secteur minier ne tourne pas bien, on peut s'appuyer sur le secteur du tourisme en attirant des voyageurs qui viennent, des visiteurs qui viennent dépenser de l'argent dans notre pays. Donc l'économie doit être diversifiée suffisamment pour être à mesure de résister aux chocs, des chocs qui peuvent être passagers. C'est la première chose donc qu'il faudrait faire. Maintenant, au niveau de la politique budgétaire, je veux que notre gouvernement soit strict. Quand on a un budget, on le respecte. Vous ne dites pas que vous avez un budget de 11,8 milliards de dollars, ou 11,8 milliards de dollars, et vous dépensez 20 milliards de dollars, et le reste, la différence là, vous mettez pression sur la Banque centrale pour qu'elle puisse imprimer des billets. Quand nous faisons ça, on ne peut pas avoir une monnaie stable. Maintenant, au niveau de la Banque centrale, il faut que la Banque centrale ait déjà l'objectif de ramener le franc congolais à être la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national, qu'on mette fin à la dollarisation pour être à mesure de contrôler la masse monétaire qui sera donc en franc congolais. Et en ce moment-là, parce qu'on contrôle la masse monétaire, on peut réguler et injecter plus d'argent ou diminuer donc l'argent en circulation. C'est ça la politique monétaire. Si nous faisons ces choses-là, on doit aussi donner la possibilité à la Banque centrale
de ne prendre des décisions qui ne sont bonnes que pour des raisons de stabilité monétaire. Par exemple, avoir l'indépendance, être à mesure de dire non au Premier ministre, au chef de l'État. Si on demande donc que la Banque centrale mette à la disposition de ses autorités ou de la présidence ou de la primature de l'argent que la banque n'a pas dans les caisses parce que la banque ne fait que gérer le compte qu'on appelle le compte du trésor, à part donc les autres missions de la Banque centrale. Donc il ne faut pas que la banque soit forcée tout le temps de plaire aux politiciens. Et je voudrais vous donner cet adage que j'ai appris de la part de quelqu'un qui m'a donné quelques séminaires, quelques cours. Paul Volcker, l'ancien gouverneur de la Banque centrale américaine. Il nous avait dit ceci, et j'ai retenu ça pour toujours. Une banque centrale n'est bonne que lorsqu'elle est à mesure de dire non aux politiciens. Et toute banque centrale qui ne peut pas dire non aux politiciens, elle ne sert à rien et n'aura jamais à réaliser l'objectif de stabilité monétaire. Est-ce que selon vous, la production des nouveaux billets sur le marché peut aussi booster les développements économiques du pays? Ça dépend de comment il y a introduction de nouveaux billets sur le marché. Si la quantité de billets est raisonnable pour pouvoir soutenir le niveau d'activité économique donc dans le pays, oui, bien sûr. On ne dit pas qu'une banque centrale ne doit pas imprimer de l'argent. Elle doit imprimer de l'argent, mais pour faire ce qui est nécessaire pour soutenir une activité économique bien spécifique. Mais si on doit imprimer de l'argent pour financer les biens de consommation, pour plaire au rythme des institutions de la République qui ne sont pas productives et consorts, je crois que cette injection des billets nouveaux sur le marché ne fait que contribuer à la dépréciation monétaire. Et je voudrais que la Banque centrale du Congo puisse se rebeller contre ce genre de pratiques-là pour qu'elle soit donc crédible, qu'elle soit autonome, qu'elle soit indépendante et qu'elle fasse ce qui est bien dans l'intérêt du peuple congolais. En une minute, M. Noël Tchani, pensez-vous qu'il existe-t-il un miracle pour notre monnaie qui est le franc congolais? Si oui, quelle piste de solution pouvez-vous proposer face à votre caméra? Je voudrais dire au peuple congolais que nous ne devons pas perdre l'espoir. Nous venons de célébrer 60 ans de l'indépendance, mais ces 60 ans nous ont appris beaucoup de choses. Dans le domaine économique, nous devons diversifier l'économie, relancer la production, surtout la production agricole, mécaniser l'agriculture, l'élevage et la pêche pour produire localement tout ce dont nous avons besoin pour notre consommation. Dans le domaine minier, nous devons faire la même chose, diversifier notre économie, mais en transformant localement nos matières premières nombreuses en produits semi-finis, produits finis, pour créer des emplois pour le peuple congolais. Pardon. Nous devons aussi développer d'autres secteurs, le secteur des services, le tourisme et j'en passe. Si nous faisons ces choses-là, nous aurons une économie qui produit, qui peut générer des devises étrangères parce qu'on peut non seulement épargner l'argent qu'on dépense en important de l'extérieur, nos produits de consommation, mais nous pouvons aussi gagner de l'argent en vendant les produits congolais à l'extérieur, générant donc des devises étrangères. Maintenant, nous devons au niveau du gouvernement avoir une bonne politique économique qui crée un bon environnement des affaires, avoir une politique budgétaire qui ne se laisse pas entraîner par des déficits budgétaires excessifs qui ne sont pas soutenus par d'autres moyens de pouvoir financer cela sans recourir donc à la planche à billets. Maintenant, donner l'indépendance à la Banque centrale. Si nous donnons l'indépendance à la Banque centrale et que la Banque centrale soit dirigée par des gens qui comprennent ce qu'ils font, pas des gens simplement qui sont là pour des raisons politiques, qui ne savent pas ce que c'est le travail d'une banque centrale. Si nous faisons cette combinaison de choses-là, je voudrais vous dire que la prochaine étape doit être de réformer le franc congolais. La monnaie que nous avons aujourd'hui, elle est devenue vieille, vétuste. Elle est d'ailleurs, c'est une monnaie propagatrice du virus de Covid. Pourquoi? Parce que les billets sont tellement sales que quand vous les touchez, vous les passez d'une main à l'autre. Ça entraîne donc la circulation donc, du virus dans notre communauté. Nous devons procéder à une nouvelle réforme monétaire pour que nous puissions doter le Congo d'une monnaie qui sera crédible, non seulement dans le court terme, dans le long terme, mais également dans le moyen terme. Une monnaie dont les Congolais pourraient être fiers. Et en ce moment-là, on pourra donc dire que la RDC en tant que pays a recouvré non pas simplement l'indépendance politique, mais également l'indépendance économique dont nous avons besoin. Mais au-delà de cela, je dirais l'indépendance monétaire. Merci beaucoup, M. Tchani, d'avoir répondu à notre invitation. Déjà, en passant très rapidement, en 30 secondes, quelles sont vos impressions par rapport à la chaîne? Comment avez-vous trouvé? Je suis extrêmement impressionné par cette chaîne ici.
Je trouve que vous avez des équipements modernes, la qualité donc déjà de la journaliste en face de moi, les questions qu'elle pose, le personnel donc administratif. Je voudrais souhaiter bonne chance à Amen Télévision. Merci beaucoup, Monsieur Tchani, d'avoir répondu à notre invitation. Et nous rappelons que vous êtes docteur en économie. Et avez-vous encore quelque chose à ajouter par rapport à cela? Je voudrais juste souhaiter à tous mes compatriotes excellente fête de l'indépendance 2020 et protégez-vous parce que nous avons besoin de tout le monde. La santé de la population est très importante pour la survie et le succès de notre pays. Merci beaucoup, Monsieur Tchani, d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir reçu ici. C'était là la dépréciation du franc congolais, cause et piste de solution. Nous osons croire que le message est passé et surtout que les gens qui devraient y travailler ont accueilli quand même quelque chose, ont reçu quelque chose au travers de l'intervention de notre invité de ce matin.